Le premier vol. Une jeune mouette était perchée sur un rocher, craignant de prendre son envol. Parfois, elle faisait quelques pas jusqu'au bord de la corniche. Mais la mer était trop basse et la pauvrette était persuadée que ses petites ailes ne supporteraient pas son poids. Alors, elle reculait tristement et allait se réfugier dans le nid où elle était née. Elle avait pourtant vu son frère et sa sœur courir jusqu'au bord de la falaise, battre des ailes et s'envoler. Cela paraissait tout simple, mais elle n'avait pas le courage d'en faire autant. Mécontent, ses parents l'appelaient, la menaçant de la laisser mourir de faim sur sa corniche si elle ne faisait pas un effort. Mais elle n'osait pas bouger, elle avait trop peur. Elle resta seule tout le jour, regardant avec envie voler ses parents, qui encadrait son frère et sa sœur. Il leur montrait comment s'élever dans le ciel, tomber en piqué, frôler les vagues et plonger pour pêcher. Elle vit son jeune frère attraper son premier hareng et l'avaler d'un coup, tandis que ses parents gloussaient d'orgueil. Mais il ne lui apportait toujours rien à manger. Bientôt, le soleil se coucha. Le matin, la jeune mouette avait pu trouver dans le nid un morceau de poisson séché, mais depuis, elle n'avait plus rien eu à manger. Elle fouilla l'herbe et les algues autour d'elle. Elle essaya même de grignoter des débris de coquilles d'œufs, les œufs dont elle était sortie. Pendant ce temps, sa famille se reposait sur la falaise, juste en face. Son père lissait les plumes blanches de son dos, tandis que sa mère, perchée sur une saillie de rocher, cambrait fièrement son jabot. Elle arracha un morceau du poisson qui gisait devant elle, puis frotta les deux côtés de son bec contre la roche noire pour l'aiguiser. La vue de la nourriture rendit la jeune mouette presque folle de faim. Se lamenta-t-elle, suppliant sa mère de venir lui apporter sa pitance. Elle l'appela longtemps en vain, d'un air pitoyable, mais soudain, elle poussa un cri joyeux. Sa mère avait pris dans son bec un poisson et volait vers elle. La petite mouette se pencha avec avidité, piétinant la roche avec impatience, tout en essayant de se rapprocher. Mais, arrivée juste en face d'elle, sa mère ralentit et s'arrêta, les pattes en avant, les ailes largement ouvertes et battant à peine. Pourquoi ne venait-elle pas plus près? Pourquoi ne lui donnait-elle pas le poisson? La jeune mouette fit un mouvement pour saisir la nourriture. Et, dans un grand cri, elle perdit l'équilibre et tomba. Saisie de frayeur, son cœur s'arrêta. Mais cela ne dura qu'un instant. Bientôt, la jeune mouette entendit le bruissement des ailes maternelles qui la suivaient. Elle sentit ses propres ailes se déployer et leurs extrémités fendre l'air. Elle ne tombait plus comme une masse, mais descendait doucement en planant. Et elle n'était plus effrayée, seulement un peu étourdie. Alors, en criant de joie, la jeune mouette s'éleva dans le ciel, plus haut, toujours plus haut. Puis, elle oublia qu'elle ne savait pas encore très bien voler et se mit à descendre en piqué et à remonter. Elle se rapprocha de l'eau, volant au ras de l'étendue transparente. Elle vit les vaguelettes blanches frisées sur la mer d'émeraude, où les membres de sa famille l'appelaient, lui faisant signe de les rejoindre. Aussitôt, elle tendit les pattes en avant. Mais ce fut son ventre qui toucha l'eau. Allait-elle se noyer? Non, elle ne sombra pas, elle flottait. La petite mouette avait accompli et réussi son premier vol. Marie Courage. Il était une fois un vieux bûcheron qui avait de nombreux enfants. Il travaillait très dur, mais gagnait à peine de quoi nourrir sa famille. Un matin, il envoya ses 3 filles cadettes dans la forêt pour ramasser du bois. Les 3 fillettes peinèrent tout le jour. Lorsque la nuit tomba et qu'elles voulurent rentrer, elles s'aperçurent qu'elles s'étaient égarées. Très inquiètes, elles essayèrent de retrouver leur chemin. Soudain, au beau milieu d'une clairière, elles découvrirent une maison. La plus jeune, que tous ses frères et sœurs avaient surnommée Marie Courage, frappa à la porte. Une femme vint leur ouvrir.
« N'auriez-vous pas un petit bout de pain pour nous, madame ?» demanda poliment la petite Marie. « Quoi ?» s'écria la femme. « Si vous tenez à la vie, vous feriez mieux de vous enfuir. Mon mari est un géant qui dévore les petits-enfants. » Mais Marie Courage affirma qu'elle-même et ses sœurs n'avaient pas peur. Et lorsqu'elle expliqua qu'elle s'était perdue, la femme du géant les fit entrer. « Installez-vous vite à cette table, je vais vous beurrer quelques tartines et vous faire chauffer un peu de lait. » Les fillettes venaient de commencer à manger lorsque le géant rentra. « Est-ce là mon repas de ce soir ?» demanda-t-il en désignant les fillettes. « Non, je t'ai rôti un porc, » répondit sa femme. « Tu ferais mieux d'attendre la semaine prochaine pour déguster ces enfants, » ajouta-t-elle. « Il faudrait d'abord les engraisser un peu. » Lorsque les 3 fillettes eurent fini de se restaurer, la femme du géant les installa dans les 3 lits de ses propres filles en se disant qu'elles y seraient plus en sûreté. Le géant pénétra dans la chambre pour venir embrasser ses enfants. Il se montra particulièrement câlin et fit sortir les 6 fillettes de leur lit pour danser avec elles. Puis, il offrit à chacune une petite chaîne. Mais les filles du géant reçurent une chaîne en or, tandis que Marie et ses sœurs recevaient une chaîne de paille. La petite Marie, qui ne faisait pas confiance au géant, eut alors l'idée d'échanger les chaînettes dès que les filles du géant furent endormies. Au milieu de la nuit, le géant entra de nouveau dans la chambre sur la pointe des pieds. Dans l'obscurité, il tâta les colliers pour reconnaître ses enfants. Il s'empara ensuite des 3 fillettes qui portaient une chaîne de paille et alla les enfermer dans la cave. Puis, il partit dans la forêt. Aussitôt, Marie Courage éveilla ses sœurs et, sans faire de bruit, toutes 3 parvinrent à s'échapper. Les fillettes coururent sans s'arrêter. Lorsque le jour se leva, elles arrivèrent devant un palais somptueux. Sur un grand étang glissaient de magnifiques cygnes blancs. C'était le palais du roi. La petite Marie demanda à un garde de pouvoir parler au souverain. Puis, elle raconta à ce dernier que sa famille était très pauvre, qu'elle s'était égarée avec ses sœurs et qu'un géant avait voulu les dévorer. Le roi, l'ayant écoutée d'une oreille attentive, déclara « Tu me sembles très courageuse, et ce géant est mon pire ennemi. Si tu parviens à dérober l'épée accrochée au-dessus de son lit, ta sœur aînée pourra épouser mon fils. » Marie Courage n'hésita pas un instant. Le soir venu, elle retourna chez le géant. Jetant un coup d'œil par la fenêtre, elle vit celui-ci occupé à manger. Alors Marie se faufila dans la maison en faisant le moins de bruit possible et alla se cacher dans la chambre à coucher. Dès que le géant fut endormi, elle grimpa sur son lit et décrocha très prudemment l'épée suspendue au mur. Heureusement, celle-ci n'était pas trop longue, mais elle était terriblement lourde. Marie parvint finalement à descendre les escaliers sans se faire entendre. Mais, arrivée devant la porte d'entrée, elle lâcha l'épée qui tomba dans un vacarme épouvantable. Sans hésiter, Marie ramassa l'épée et courut aussi vite que ses petites jambes lui permettaient, tandis que le géant la poursuivait à grandes enjambées. Enfin, la fillette arriva en vue du pont qui traversait le ravin. Le roi lui avait raconté que ce pont était fait d'un très long cheveu. Il ne pouvait donc pas supporter le poids du géant. Obligé de rester de l'autre côté, ce dernier, furieux, s'écria « Cette fois, tu m'as échappé, mais je saurai bien t'attraper !» En riant, Marie Courage répondit « Dans ce cas, attends mon retour, je reviendrai un autre jour !» La fillette apporta alors l'épée au roi. Celui-ci tint sa promesse et la sœur de la petite Marie put épouser le fils aîné du souverain. Après les noces, le roi dit à Marie « Si tu oses voler la bourse du géant, une autre de tes sœurs épousera un autre de mes fils. » À nouveau, Marie Courage accepta le marché. Avant de se coucher, le géant cache toujours sa bourse sous son oreiller, ajouta le roi. À la tombée de la nuit, la petite Marie se remit en route. Cette fois encore, le géant se trouvait à table et la fillette en profita pour se glisser subrepticement dans la garde-robe.
Puis, au milieu de la nuit, elle rampa jusqu'au lit. Sa petite main tâta sous l'oreiller à la recherche de la bourse. Tout à coup, il sembla que le géant arrêtait de ronfler. Mais il se contenta d'exhaler un profond soupir et Marie poursuivit ses recherches. Soudain, le géant poussa un cri. « Tu as fait un cauchemar, lui dit sa femme. Dors !» Et le géant se rendormit. Marie sentit enfin la bourse sous ses doigts et la tira très lentement vers elle. Hélas, une pièce de monnaie roula sur le sol et le géant ouvrit les yeux. Marie prit aussitôt ses jambes à son cou, tandis que le géant se lançait à sa poursuite. Mais une nouvelle fois, la fillette parvint à traverser le pont à temps. Furieux, le géant hurla de nouveau. « Cette fois, tu m'as échappé, mais je saurai bien t'attraper !» Et Marie répondit de même. « Dans ce cas, attends mon retour, je reviendrai un autre jour !» Elle remit alors la bourse au roi et son autre sœur épousa l'autre prince le jour même. Après la fête, le roi prit la petite Marie à part. « Si tu parviens à dérober l'anneau d'or du géant, dit-il, tu pourras épouser mon fils cadet. » Marie Courage rougit un peu, car elle était secrètement amoureuse du jeune prince. Dès qu'il fit noir, elle partit donc sans trembler. Une fois de plus, elle réussit à se cacher dans la chambre à coucher du géant, et elle n'eut pas longtemps à attendre pour que celui-ci soit profondément endormi. Heureusement, il était couché sur le dos, et la main qui portait la bague pendait hors du lit. Marie essaya délicatement de retirer l'anneau d'or, mais juste au moment où elle allait y parvenir, le géant s'éveilla. Il se saisit de la petite fille en ricanant. « Cette fois, c'est fini pour toi, tu ne reverras pas le roi !» Marie Courage avait très peur, mais elle ne le montra pas. « Dis-moi, sale gamine, rugit le géant, qu'avais-tu l'intention de me faire ensuite ?»« Je vous aurais fourré dans un sac, déclara la petite Marie. Et j'aurais mis dans le sac un chien, un chat, une aiguille, du fil et une grande paire de ciseaux. Puis, j'aurais refermé le sac et je l'aurais jeté par la fenêtre. Je serais ensuite partie dans la forêt chercher une grosse branche et j'aurais frappé sur le sac avec ce bâton jusqu'à ce que vous criiez. « Je ne le ferai plus, je te le promets !» Eh bien, c'est précisément ce que je vais faire avec toi, hurla le géant. Il mit dans un sac la petite fille, son chien, son chat, du fil, une aiguille et une grande paire de ciseaux. Puis, il lança le tout dans le jardin. Il courut ensuite chercher une grosse branche dans la forêt. Marie, qui savait que la femme du géant n'était pas loin, caressa doucement le chat et le chien en disant « Oh, si vous voyez ce que je vois !»« Que vois-tu donc ?» demanda la femme. Mais Marie, sans répondre, répéta « Oh, si vous voyez ce que je vois !» Brûlant de curiosité, la femme du géant supplia Marie de la laisser jeter un coup d'œil dans le sac. Marie y découpa alors un trou et elle en sortit lestement. Ensuite, elle fourra la femme dans le sac et recousit soigneusement l'ouverture avec le fil et l'aiguille. Cela fait, elle eut juste le temps de se cacher car le géant revenait. Il portait une grosse massue avec laquelle il commença à frapper de toutes ses forces sur le sac. « Aïe, aïe, arrête !» cria la femme du géant. À ce moment, celui-ci se retourna et vit la petite Marie qui tentait de s'enfuir discrètement. Il essaya de la rattraper, mais la fillette parvint au pont juste avant lui. Le géant gronda « Cette fois, tu m'as échappé, mais je saurai bien t'attraper !» Mais la petite Marie éclata de rire en répondant « Pauvre géant, trop tard pour toi, j'épouserai le fils du roi !» Et folle de joie, elle revint au palais et donna au roi la bague qu'elle avait réussi à garder. Le lendemain, comme promis, Marie Courage se maria avec son prince. Le serpent et l'araignée. Il était une fois, tout au fond de la forêt vierge, un serpent gigantesque. Il avait toujours faim,
Mais sa grande taille lui permettait de trouver sa nourriture sans effort. Enroulé tout le jour dans la boue, sur la rive du fleuve, il attendait et, dès qu'une victime passait, il l'attrapait. Il ingurgitait ainsi un tas d'animaux, petits et grands, et même les vaches du village. Les villageois avaient très peur du serpent, car ils savaient qu'il était bien capable d'avaler aussi un homme. Un jour, ils se rendirent tous ensemble chez un sorcier, afin de lui demander conseil. « Je regrette, » dit le sorcier, « je n'ai pas encore trouvé de potion qui puisse maîtriser ce serpent. Aussi, celui qui parviendra à lui donner une leçon recevra un beau cadeau de ma part. » Sous un buisson, non loin de la hutte du sorcier, vivait une araignée. Lorsqu'elle eut entendu ces paroles, elle sortit de sa cachette et déclara aux villageois « Je vais m'occuper de ce serpent. Donnez-moi une coupe de vin, un panier d'œufs et une longue corde. Abattez ensuite un arbre dont vous enlèverez toutes les branches avant de me l'amener au bord du fleuve. » Les villageois s'exécutèrent sans discuter. Dès qu'ils eurent porté l'arbre à l'endroit prévu, ils prirent leurs jambes à leur cou et retournèrent au village. Le serpent, lui, faisait la sieste au bord de l'eau. L'araignée s'approcha doucement. « Qui t'a dit cela ?» fit-elle à voix haute, comme si elle parlait à quelqu'un. « Tu dois te tromper. Je suis sûre que ce serpent est très aimable. Je viens même lui apporter du vin et des œufs. » Elle prit alors une toute petite voix aiguë pour imiter une souris. « Il n'en voudra pas. Cette bête est tellement vulgaire. Elle mange n'importe quel animal, et même des hommes. Burk !» L'araignée reprit ensuite sa première place et s'exclama. « C'est faux, tu injuries mon ami. Tiens, voilà pour ta grossièreté. » Et elle frappa la boule de ses petits poings comme si elle donnait une gifle à la souris. Puis, elle se dirigea vers le monstre, se plia dans un profond salut et lui offrit le vin et les œufs. Le grand serpent avala le tout goulûment. Même la coupe et le panier disparurent dans son énorme gueule. « Je te remercie, dit-il. Tu me parais beaucoup plus intelligente que les autres animaux, et ne parlons pas des hommes. » « Oui, les hommes sont vraiment très bêtes, » renchérit l'araignée. « Ils prétendent que ta longueur te permet tout juste de faire le tour d'une vache. Une petite vache, bien sûr. »« Quoi ?» siffla le serpent furieux. « Combien mesures-tu, en fait ?» interrogea l'araignée. « Je n'en sais rien, » répondit le serpent. « Et si je te mesurais ?» proposa l'araignée. « Si tu veux. Ainsi tu pourras dire à tous ces hommes stupides que je suis terriblement long. »« Vois-tu cet arbre là-bas ?» reprit l'araignée. « Si tu te mets à côté de lui, je pourrais te mesurer. J'attacherai une corde autour de ton corps et de l'arbre tous les 10 centimètres. Comme cela, je n'aurai plus qu'à compter chaque nœud pour savoir combien tu mesures. » Et ainsi fut fait. L'araignée enroula le premier morceau de corde autour de l'arbre et de la queue du serpent. « Et pas si fort !» cria celui-ci en essayant de se dégager. Mais l'araignée, sans s'émouvoir, poursuivit tranquillement son travail. « Ne te plains pas, oui ou non, veux-tu prouver que tu es le plus long serpent du monde ?»« C'est bon !» soupira le serpent, et il se recoucha. Finalement, l'araignée noua le dernier bout de la corde autour de son cou. « Et alors, combien est-ce que je mesure ?» demanda l'orgueilleux reptile. « Dépêche-toi un peu !» L'araignée se mit à compter. 10 centimètres, 20, 30, 50, 2 mètres. Oui, tu es drôlement grand, monsieur le serpent, mais tu n'as qu'un tout petit cerveau. Dis-moi, comment captureras-tu les vaches, ficelées comme un boudin ? Ha ha ha, reprit-elle, tu n'es même plus capable d'attraper une toute petite bête comme moi. Le serpent tenta de se libérer, mais il n'y parvint pas, car l'araignée l'avait fort bien ligoté. Entre-temps,
les villageois étaient arrivés avec le sorcier. Ils se tenaient à distance respectueuse, se contentant de regarder les deux animaux. « Avez-vous vu la leçon que j'ai donnée au serpent ?» hurlait l'araignée tout en dansant de joie. « Nous avons vu, » constata le sorcier. « Voici ton cadeau. » Et il lui tendit un petit coffre en disant « Ce coffret renferme la sagesse. Il y en a assez pour toute une vie. Désormais, tu seras l'animal le plus intelligent de la forêt vierge, plus intelligent même que les hommes. » Alors, les villageois poussèrent l'arbre et le serpent dans l'eau et personne ne les revit jamais. Les 13 frères. Il y a bien longtemps, au cœur de la lointaine Afrique, le malheur s'était abattu sur une tribu. Chaque nuit, Gorgou, l'ancêtre du clan, s'étendait sur sa paillasse en attendant que vienne le sommeil. Mais le sommeil ne venait pas, car Gorgou était trop triste pour dormir. Elle ne pouvait que pleurer. Le vieux roi, son mari, était mort, ne laissant derrière lui que discorde. Depuis sa disparition, ses 13 fils se disputaient violemment le pouvoir. Et Gorgou pleurait, et pleurait encore. On avait pourtant demandé conseil aux anciens. Le sorcier avait jeté ses osselets, et on avait observé la position de la lune et des étoiles. Tous ces signes donnaient la même réponse. Un seul homme était digne de monter sur le trône, Jabula, le plus jeune des fils du vieux roi. Mais les 12 frères de Jabula, furieux et jaloux, refusaient d'écouter les anciens et d'obéir aux présages. Un soir, ils avaient enlevé Jabula et l'avaient emmené dans les collines. Ils l'avaient jeté dans une grotte et avaient décidé de le laisser mourir de faim. Pour éviter qu'il ne s'enfuit, ils le gardaient nuit et jour. Depuis lors, Gorgou pleurait encore plus. Ses 12 mauvais fils refusaient de rentrer au village. Mais nul n'osait les affronter car c'étaient les guerriers les plus forts de la tribu. Cette nuit-là, comme toutes les autres nuits, Gorgou cherchait vainement le sommeil. Soudain, elle entendit quelqu'un entrer dans sa case. « Qui est là ?» s'écria-t-elle. « N'aie pas peur, grand-mère. Ce n'est que moi, Tombi. » Tombi était une grande et belle jeune fille qui était amoureuse de Jabula. « Écoute-moi, Gorgou, reprit-elle. Je veux que Jabula revienne au village. J'en ai assez de voir notre tribu si malheureuse, et j'en ai assez de la sécheresse. Depuis que le vieux roi est mort, il ne pleut plus. Or, je sais pourquoi. J'ai entendu les oiseaux dire aux nuages de s'éloigner tant que Jabula ne sera pas roi. » « Moi aussi, j'en ai assez, soupira l'aïeul. Mais que pouvons-nous faire ? » ?»« J'ai une idée, Gorgou. Je ne puis te dire ce que c'est, mais je veux que tu me donnes ta bénédiction. » « Garde ton secret, mon enfant, et sois sans crainte. Ce que tu feras sera bien. » Tombi était aussi une jeune fille fort intelligente et fort courageuse, car elle descendait d'une longue lignée de très vaillants guerriers. Toutes les filles de la tribu l'admiraient et étaient prêtes à l'aider à retrouver Jabula. En sortant de la case de Gorgou, Tombi les appela. Silencieusement, elles se rassemblèrent près de l'enclos du bétail et là, au clair de lune, elles entreprirent un étrange travail. Elles se couvrirent le corps de curieuses marques blanches, revêtirent des pagnes faits de plumes et cachèrent leur visage derrière des masques effrayants. Une fois prêtes, elles se glissèrent à pas de panthère entre les hautes herbes vers les collines, jusqu'à la grotte où l'infortuné Jabula était enfermé. Arrivées à l'entrée, toutes les filles formèrent un cercle autour de Tombi. Une aube grise se levait. Soudain, un cri à glacer le sang retentit. Aussitôt, les 12 mauvais fils s'éveillèrent en sursaut et saisirent leurs lances. Une voix inquiétante lança alors depuis l'ouverture de la grotte
« Sortez, bande de lâches, vous qui avez besoin d'être 12 pour garder un seul homme. Montrez-vous et nous verrons si vous avez le courage de vous battre. »« Qu'est-ce que c'est ?» s'écria le frère aîné. « Qui êtes-vous ?»« Wouhou !» modulaient Tomby et ses compagnes. Fou de colère, l'aîné des frères se rua hors de la grotte. Horreur! Là devant lui, dans la brume, il voyait seulement de monstrueux visages, des os blancs et des plumes. Terrifié, le garçon hurla à ses frères de le rejoindre. Mais ils avaient trop peur pour l'aider. C'est à peine si, se cachant les uns derrière les autres, ils montrèrent le bout de leur nez. Tomby et ses compagnes continuaient à gesticuler en lançant des cris féroces. Les guerriers étaient muets de frayeur. Quelles étaient donc ces créatures surnaturelles? Peut-être de mauvais génies qu'ils avaient offensés en enlevant Jabula? Mieux valait ne pas les affronter. Sans plus attendre, les jeunes hommes jetèrent leurs lances, prirent leurs jambes à leur cou et disparurent à jamais dans les collines. Les filles de la tribu riaient aux éclats de joie et de fierté. Elles avaient, à elles seules, fait fuir ces fiers guerriers comme des lapins. Pendant ce temps, Tomby avait pénétré dans la grotte et défait les liens du prisonnier. Celui-ci était pâle et maigre, mais il était vivant. Les deux jeunes gens s'embrassèrent tendrement et l'on ramena Jabula en triomphe au village. Le jeune prince devint roi de la tribu et épousa Tomby. Dès ce jour, les oiseaux se remirent à chanter et la pluie remplit à nouveau les puits du village. Quant à Gorgou, elle cessa de pleurer la nuit. Le piano de Pauline. Pauline était furieuse. C'était l'heure de sa leçon de piano, mais elle n'avait nulle envie de jouer. Son professeur, Mademoiselle Note, était fort mécontente. Elle sortit de la pièce en criant « Tu resteras enfermée jusqu'à ce que tu aies fait tous tes exercices et que tu sois parvenue à jouer cette valse sans faute. » Pauline serra les poings. Elle était tellement fâchée qu'elle frappa de toutes ses forces sur les touches du clavier. « Ah !» s'écria le piano. « Tu me fais mal. Je ne suis plus tout jeune. » Pauline regarda l'instrument d'un air stupéfait. « Comment? Tu peux parler? » « Eh oui, avoua le piano. Je ne t'ai jamais adressé la parole parce que tu ne m'aimes pas. Tu frappes toujours tellement fort sur mes touches que j'ai bien compris que tu ne m'apprécies guère. Avec toi, je sonne vraiment faux, alors que j'ai un si joli son. Écoute. » Au grand étonnement de Pauline, les touches blanches et noires se mirent à bouger toutes seules. « C'est merveilleux !» s'exclama-t-elle. « Peux-tu aussi faire des gammes ?»« Bien sûr !» répondit le piano, et il exécuta une gamme sans un seul accroc. « Magnifique !» s'extasia Pauline. « Et cette valse, pourrais-tu également l'interpréter sans faute ?» Le piano joua le morceau parfaitement, et Pauline se mit à danser à travers la pièce. Et soudain, elle entendit la clé tourner dans la serrure. Elle se réinstalla en vitesse devant le clavier et posa ses mains sur les touches, tandis que l'instrument terminait la valse sans la moindre erreur. Mademoiselle Note entra et lança « Très bien, Pauline. Tu vois que quand tu le veux, tu y arrives. Pour la semaine prochaine, tu m'apprendras cette polka. » Sans protester, Pauline fit un clin d'œil au piano. À partir de ce jour, elle ne trouva plus du tout les leçons de piano ennuyeuses. Elle laissa gentiment glisser ses mains sur les touches et parfois, elle chatouillait le vieux piano sous le clavier, car elle avait remarqué qu'il adorait cela. Avant chaque leçon, elle époussetait bien soigneusement son amie et disposait des fleurs toutes fraîches dans de beaux chandeliers en cuivre. Le vieux piano veillait toujours à ce que Pauline fasse ses exercices sans faute. En échange, la fillette lui avait promis de travailler très sérieusement. Un jour, Mademoiselle Note déclara « Tu as si bien travaillé que tu pourras te produire cette année à la fête de notre école. » Très fière, Pauline annonça au piano « Nous serons les rois de la soirée. » Mais à son grand affolement, elle entendit Mademoiselle Note qui lui proposait « Viens, Pauline,
Aujourd'hui, tu vas pouvoir jouer sur un vrai piano. » Pauline suivit son professeur jusqu'à la grande salle des fêtes. Sur la scène, trônait un imposant piano à queue. « Tous mes élèves joueront demain sur cet instrument, » expliqua mademoiselle Notte. « Comme c'est la première fois que tu affrontes le public, tu pourras t'exercer tout l'après-midi. » Dès que mademoiselle Notte fut partie, Pauline s'installa nerveusement devant le clavier. Elle posa les mains sur les touches et fit tout de suite une faute. « Je ne joue pas très bien, » murmura-t-elle au piano. « Ne pourrais-tu pas m'aider ?» Mais le sévère piano à queue ne répondit pas. Pauline caressa ses touches et le chatouilla sous le clavier en le suppliant. « S'il te plaît, viens à mon secours. Je suis tellement tendue que je ne trouve pas les bonnes notes. » « Alors il n'est pas question de jouer sur moi, » répondit l'instrument d'un air méprisant. « Seuls les meilleurs élèves ont le droit de se servir d'un piano comme moi. » Pauline courut à la recherche de mademoiselle Notte. « Impossible de bien jouer sur cet instrument, dit-elle. Je n'arrête pas de faire des erreurs. Ne pourrais-je pas jouer sur mon vieux piano demain ?»« Sur cette vieille casserole ?» s'écria mademoiselle Notte. « Pas question. Que penseraient les parents des élèves en voyant cette ruine ?»« Ce piano est peut-être vieux, mais le son en est si joli, » répliqua Pauline. Le lendemain, tous les élèves jouèrent sur le beau piano à queue. Après chaque morceau, les parents applaudissaient chaleureusement et le vaniteux instrument ne se tenait plus de joie. Lorsque vint le tour de Pauline, celle-ci s'installa devant son vieux piano et lui chuchota « Surpasse-toi !» Mais elle n'avait pas besoin de le dire, car son complice jouait encore mieux que d'habitude. Pauline voulut ensuite se lever pour saluer, mais le piano lui murmura « Reste assise, je vais encore leur jouer quelque chose. » Pauline obéit à son vieil ami. Celui-ci exécuta alors un morceau très difficile et si rapide que la fillette ne parvenait presque pas à le suivre. Quand il eut terminé, le public debout applaudit à tout rompre. Pauline reçut le premier prix et un joli bouquet de fleurs qu'elle déposa immédiatement sur son piano en lui murmurant « Merci de tout cœur, cher piano. » L'inventeur de Paxland. Le prince Paxar et ses heureux sujets habitaient un beau pays appelé Paxland. L'hiver, les montagnes se couvraient d'une épaisse couche de neige et les lacs et les rivières gelaient. Mais l'été, la neige fondait dans les vallées et les paysans se mettaient à labourer la terre fertile. Les pêcheurs préparaient leurs filets et partaient chercher du bon poisson dans les étangs et dans la mer. Une fois par semaine, tous les habitants du pays se rendaient au marché de la ville. Ils emportaient alors avec eux des tas de choses qu'ils échangeaient contre d'autres dont ils avaient besoin. Ils offraient ainsi des œufs contre du pain, des bottines contre du poisson ou des betteraves contre des chemises. Et tout le monde était content, sauf Olaf, l'inventeur du prince. « Je trouve ridicule tous ces échanges, » déclara-t-il un jour au prince Paxar. « Je vais inventer quelque chose qui facilitera le commerce. » Et il se mit immédiatement au travail. Il découpa 6 rondelles dans du cuivre et perça dans chacune d'elles un petit trou. « Voici de l'argent, » expliqua-t-il. « Avec cela, vous pouvez acheter ce que vous voulez. »« Je ne comprends pas, » commença le prince. Mais Olaf était déjà parti au marché. Là, il aperçut Thor, un paysan qui avait amené 6 oignons pour les échanger contre des œufs chez un éleveur de poules. « Il ne faut pas échanger ces œufs, mais les vendre, » lui conseilla Olaf. « Je te donne 6 pièces de cuivre contre ces 6 oignons. »« Qu'est-ce que cela ?» demanda Thor. « De la monnaie, » répondit Olaf. « Avec chaque pièce, tu peux acheter un œuf, ou un poisson, ou un oignon. »« Mais c'est formidable !» s'exclama Thor. Et il courut tout de suite chez la cuisinière du château, qui l'avait chargé de ramener des œufs. « Où sont mes œufs ?» réclama celle-ci. « Chaque pièce de monnaie vaut un œuf, » expliqua Thor. « Et avec quoi vais-je confectionner l'omelette du prince ?» s'écria la femme. « Retourne vite me chercher 6 œufs. » Et furieuse, elle le frappa avec sa louche.
Thor retourna au marché et se rendit chez le marchand d'œufs. « J'aimerais vous acheter 6 œufs avec ces 6 pièces, dit-il. » Mais le fermier secoua la tête. « Je n'ai pas besoin de ta monnaie, il me faut 6 oignons. »« Je n'en ai pas, » avoua Thor. « Si tu me trouves de quoi réparer l'auvent de mon échoppe, je te donnerai ces 6 œufs, » proposa alors le marchand. « Pas le temps, » répliqua Thor, et il poursuivit son chemin. Il s'adressa ensuite au forgeron. Ce dernier n'avait pas d'œufs, mais il était prêt à échanger un chaudron en cuivre contre 2 poissons. Thor alla voir plus loin. Il s'arrêta devant un gamin qui tirait une charrette. Le garçon n'avait pas d'œufs, mais il cherchait à échanger 3 plumes et des clous contre un casque. Thor ne trouva personne qui voulut bien lui donner 6 œufs contre ces 6 pièces. Il se rendit alors au port, où il contempla les pêcheurs. À ce moment, la ligne de l'un d'entre eux se rompit. Le pêcheur tomba à la renverse en bousculant Thor, qui éparpilla ses pièces de monnaie sur le sol. « Ces pièces pourraient me servir, » dit le pêcheur. « Je les accrocherai à ma ligne pour que celle-ci descende plus profond. Ne veux-tu pas me les échanger contre 2 poissons ?» Thor, naturellement, se montra tout à fait d'accord. Il se précipita alors chez le forgeron pour échanger les 2 poissons contre le chaudron de cuivre. Puis, il retourna chez le gamin à la charrette et posa le chaudron renversé sur sa tête. Le garçon apprécia son nouveau casque et lui tendit 3 plumes ainsi qu'un sac de clous. Thor posa les 3 plumes sur les pieds de la marmite et déclara « Comme cela, tu es un vrai soldat !» Puis, il partit avec le sac de clous pour réparer l'auvent du marchand d'œufs. Tout content, le fermier lui donna 6 œufs. Thor courut alors chez la cuisinière, qui l'embrassa. Tout le monde était content, sauf Thor. « Je voudrais bien récupérer mes oignons !» réclama-t-il à Olaf, l'inventeur. « Mais ce sont mes oignons !» rétorqua Olaf. « Je les ai achetés avec mes sous !» Thor était furieux. Il brandit son épée et chassa Olaf hors du château. « Reviens lorsque tu m'auras acheté 6 oignons avec tes sales sous !» hurla-t-il.